Record. OK. Donc, bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue dans ce webinaire dans lequel on va parler de la configuration des réseaux audiovisuels sur IP grâce à notre nouveau logiciel Engage. Donc, notre contrôleur Engage qui permet de gérer la gamme des switches AV. Donc, cette gamme de switches AV qui comprend les switches M4250 et M4300. Donc, je m'appelle Guillaume Olivier, je suis ingénieur avant-vente chez Netgear et j'accompagne tous les intégrateurs euh, dans les projets audiovisuels sur IP. Donc, un petit rappel de qu'est-ce que l'AV sur IP. Donc, l'AV sur IP, dans le passé, tout était analogique, mais désormais, on ne voit plus d'analogique, hein. On ne voit plus de connectique VGA, on ne voit plus de connectique BNC. Désormais, toutes les connectiques sont passées en numérique, en HDMI, en DisplayPort, en SDI, etc., etc. Avec cette standardisation de la vidéo numérique, on a vu apparaître de gros problèmes de transport de signal. Mais dans un même temps, dans tous les bâtiments, on avait en fait le câblage RJ45 et fibre optique qui était là, qui était présent pour l'IT, pour l'informatique. Donc, le constat est de se dire pourquoi pas se baser là-dessus. C'est alors que sont apparues des solutions d'encodeurs et de décodeurs. Donc, ici à gauche de l'écran, on voit les encodeurs et à droite de l'écran, on voit les décodeurs. Donc, souvent, on appellera ça des TX, les encodeurs, ou les RX, les décodeurs. Ces boîtiers-là, tous les signaux audio et vidéo HDMI sont en fait transportés sur le réseau Ethernet et c'est le switch désormais qui va servir de matrice vidéo. Donc, tout comme la transition de l'analogique vers le numérique il y a quelques années, désormais, cette transition-là est en cours, elle est inéluctable. Et le gros avantage du réseau sur IP, c'est que c'est très scalable. Si on prend l'exemple d'Internet, hein, en fait, on peut quasiment scaler un réseau à l'infini. De plus, avec les câbles RJ45 et le réseau, on peut aussi transporter l'électricité et alimenter nos périphériques en PoE. Donc, les encodeurs et les décodeurs peuvent être alimentés en PoE. Mais attention, dans cette configuration-là, si on regarde au centre, en fait, du coup, l'élément central, c'est le réseau. Ici, dans le cas présent, c'est un switch, mais ça pourrait être plusieurs switches. Donc, c'est très important que ce switch-là soit absolument de bonne facture et qu'il soit bien configuré. Parce que vous avez pu dépenser une fortune dans vos encodeurs, vos décodeurs, tout ce que vous voulez, mais si le switch au milieu il fonctionne pas, ben, on voit bien que tout va s'écrouler. Donc Netgear s'est associé aux fabricants de vidéos sur IP il y a plus de 10 ans et a notamment aidé à fonder l'alliance SDVE. Ici à l'écran, il y a d'autres types d'alliances dans lesquelles Netgear participe. Donc l'alliance SDVE initialement a été fondée avec Netgear, Sony, Christie, Zivi, Simtech, Aptovision. Et Netgear depuis est devenu en fait un membre connu et reconnu qui a beaucoup aidé et contribué à normaliser et à faciliter la transition de la V sur IP. Effectivement, contrairement à d'autres constructeurs d'équipements réseau, nous, on n'est pas là pour dire attention, vos équipements ne respectent pas les standards I3E. En fait, nous, on est vraiment là pour vous aider. Et en fait, des équipements audio-vidéo qui ne respectent pas les standards I3E, nous, on s'en accommode. Et justement, c'est notre business, quoi. Donc, comme je disais, depuis plus de 10 ans, Netgear s'est adressé en tout et pour tout enfin, à plus de 200 constructeurs audiovisuels. En fait, on a été voir ces constructeurs-là en leur proposant notre aide avec un processus de certification mutuelle. Donc, ce processus de certification mutuelle, ça consiste avec un test du matériel audiovisuel du fabricant dans nos laboratoires. Donc, les constructeurs nous envoient leur matériel, mais nous aussi, on leur envoie nos switches.
Et en fait, on teste tout ça et dans leur laboratoire et dans nos laboratoires afin de trouver les meilleurs réglages au niveau du switch, voire faire des petites modifications au niveau des firmware pour éliminer tous les problèmes que l'on peut voir avec certains produits audiovisuels. Alors tout ça pourquoi? Ça permet un gros temps, un gros gain de temps au niveau de la configuration et de l'installation. Et surtout, ça a considérablement réduit le temps d'installation sur site grâce à l'élaboration de guides de configuration qu'on a pu tester avec ces fabricants-là. Ça a également réduit énormément la charge de support chez eux. Ils faisaient beaucoup de support sur des switches. Là, avec les solutions déjà testées, ils ont beaucoup moins de support à faire ces fabricants-là. Donc ici à l'écran, il y a un exemple des constructeurs qui sont certifiés. Ils n'y sont pas tous parce qu'il y en a 200. Il faut savoir qu'il y a d'autres certifications et de nouvelles certifications tout le temps en cours, de nouvelles certifications qui sont tout le temps en cours. Donc tout ce programme de certification en fait nous a permis d'obtenir des dizaines de fichiers de configuration prédéfinis. Mais Netgear en fait a compris que l'intégrateur audiovisuel, donc il y en a probablement beaucoup dans ce webinaire-là, en fait c'est vous qui avez toute la pression pour configurer les switches dans un réseau AV sur IP. Il faut que ce réseau AV sur IP soit fonctionnel. Donc en plus de ça, une mauvaise configuration et comme on a vu le switch qui est au centre de l'installation et plus rien fonctionne. Donc probablement à qui c'est déjà arrivé et c'est pas agréable. Donc cette configuration, comme je disais, elle n'est pas simple et franchement, appliquer un guide de configuration, c'est pas idéal. C'est pour ça qu'il y a 3 ans, Netgear a décidé de repartir de zéro et avec tout ce qui avait été fait avec ces constructeurs-là, à l'aide de tous ces fichiers de configuration qui avaient été faits avec eux, on a décidé de mettre tout ça dans des profils audio-vidéo, dans une interface AV beaucoup plus simple à utiliser parce que les switches avaient une interface IT qui était assez complexe, mais dans laquelle il était très facile de faire des oublis ou de faire des erreurs. Et donc, du coup, on a décidé de faire une interface beaucoup plus simple dans laquelle on a le profil. Donc, ici à droite, vous avez une liste des profils, un exemple de liste de profils. D'ailleurs, il en manque quelques-uns. Il manque un profil Sonos, d'ailleurs. Mais ça, c'est un exemple des profils qui sont issus du programme de certification. Donc, le programme de certification nous a donné tous ces profils-là. Donc, un bon firmware, des bons profils, un bon switch ne fait pas tout. La V sur IP, ça demande beaucoup de bandes passantes et en temps réel, contrairement à l'IT. Par exemple, si on prend un signal HDMI 1080p 60 Hz 24 bits, c'est 3 gigabits par seconde, mais en permanence. C'est pas 3 gigabits à un instant T et puis plus rien après. C'est 3 gigabits en permanence, donc la bande passante est très importante. Donc, il faut faire très attention dans un réseau AV sur IP à la bande passante pour transporter un tel volume de données. Et pour ça, du coup, Netgear a développé une technologie d'agrégation de liens automatique et également de trunking automatique. On branche 2 switches Netgear AV Line et automatiquement, on a notre agrégation de liens qui monte automatiquement et nos VLAN automatiquement qui passent également d'un switch à un autre. Donc, c'est basé sur de la découverte. On branche un switch Netgear M4250 sur un switch M4250 ou un 4250 sur un 4003. Automatiquement, ça monte. Si on veut se connecter sur un switch tiers, là, il faudra, du coup, vu qu'il n'y aura pas plus de mécanisme de découverte automatique, il faudra faire l'agrégation de liens et le trunking en manuel. Également, au niveau de la bande passante, toujours dans une idée d'optimiser cette bande passante-là, Netgear a développé la technologie IGMP+, qui s'appuie sur des mécanismes réseau standards qui permettent en fait d'optimiser la bande passante sur les uplinks, notamment les uplinks qui remontent au cœur de réseau. Donc là, par exemple, dans cet exemple-là, on voit que le RX4
s'est abonné au TX1. Sans, sans l'IGMP+, on voit que le switch de cœur en fait est floudé et reçoit le TX3 et le TX4 alors qu'il n'en a pas besoin. Avec l'IGMP+, ce que nous on fait, c'est que le TX3 et le TX4, vu qu'ils ne sont pas souscrits par ailleurs, TX3 et TX4 restent en local sur le switch 2 et ne floutent pas le switch de cœur. Donc ça permet vraiment d'optimiser toujours cette bande passante-là. Donc, en plus des switches conçus pour laver sur IP, avec un logiciel optimisé, avec les profils, ça suffit. Netgear s'est dit ça suffit pas. Il faut aussi qu'on mette en place un service qui va avec. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a mis en place un service qui va avec ces switches-là. Donc, dans ce service-là, vous pouvez le contacter avec proavdesign@netgear.com. Donc, l'adresse s'affiche à l'écran. Euh, Et du coup, est-ce que tout le monde voit mon écran? Parce que je vois plus le cadre autour. Super, merci. Euh, Merci, tout le monde voit mon écran, très bien. Alors, donc, je disais, le service qui vient en plus des switches, dans ce service-là, vous avez l'adresse Pro AV Design, vous pouvez nous contacter, on va vous aider à designer votre réseau parce que autant vous pouvez avoir des questions pendant les installations, mais aussi la question se pose en avant-vente. Si par exemple vous devez interconnecter des switches dans plusieurs pièces, vous allez peut-être vous poser la question de savoir quel transceiver il faut choisir. Si par exemple vous avez un contrôleur CP4 dans un VLAN de contrôle, et que votre contrôleur Crestron CP4 n'arrive pas à aller joindre un device dans un VLAN denté ou dans un VLAN vidéo, peut-être que vous aurez des questions ou besoin d'aide pour savoir pourquoi le routage inter-VLAN ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, qui peuvent mal se passer pendant une installation. Donc, nous, on est là aussi pour vous aider, vous accompagner pendant les installations, mais aussi avant les installations, en avant-vente, pour designer les réseaux avec les bandes passantes qui vont bien. C'est surtout les bandes passantes qui sont importantes. Donc, cette assistance, elle est incluse, elle est gratuite. On est joignable 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Pour ça, l'adresse mail est à l'écran, proavidesign@netgear.com. Également, dans ce service-là, garantie à vie, remplacement J+1. Donc, comme je disais, l'assistance Pro AV est là pour vous accompagner en avant-vente et quels que soient vos projets, petits ou grands. Et l'audiovisuel aujourd'hui, c'est utilisé dans tous les secteurs, hein, le sport, le retail, l'éducation, quels que soient vos projets, quel que soit le secteur, quelle que soit la taille de projet, petit ou grand, on est là pour vous accompagner, que ce soit dans le broadcast, dans le lightning ou autre. Donc, comme on a vu dans la première slide, le switch, il est vraiment au cœur du système. Et donc, un switch, c'est pas qu'un switch, c'est bien plus, c'est l'élément central. Et tout problème, donc, du coup, peut être catastrophique. Il faut vraiment ne pas hésiter à contacter notre équipe, nous contacter, l'équipe Pro AV Design dont je fais partie, pour vraiment designer un réseau qui va bien avec les bons produits. Parce qu'un mauvais choix au départ peut coûter cher à l'arrivée. Donc, tous les produits que nous, on va utiliser dans l'équipe Pro AV Design, c'est les 4250, les 4003, les 4500. C'est uniquement ces switches-là qu'on utilisera. Le dénominateur commun de cette gamme-là, c'est le non-flooding du multicast avec la technologie IGMP+, qu'on a vu précédemment. Voilà, donc on ne va pas perdre beaucoup plus de temps sur la partie présentation, introduction. On va passer sur la démonstration avec du logiciel Engage. Ici, vous avez quelques captures d'écran, mais on va passer sur la démo. Donc, je vous ai fait préparer un petit setup avec trois switches, deux switches d'accès, 4250, un 10 PX, puis un 48P.
et un switch de cœur qui est notre switch 4250 avec 16 ports fibre. Et on va faire trois VLAN. Enfin, on va créer deux VLAN puisque le VLAN de contrôle existe déjà. Et on va voir comment faire ça avec le contrôleur Engage. Donc, le contrôleur Engage se présente comme ceci. Alors, ici, quand le contrôleur Engage, déjà, pour commencer, première chose, c'est un logiciel qui est gratuit que vous pouvez télécharger sur notre site. Il ne s'installera pas, il n'y a pas d'installeur. C'est juste un extracteur. Il est compatible Windows et Mac. Et quand vous le brancherez sur un réseau, il découvrira vos switches. Donc, tous vos switches qui seront découverts seront en bas et vous aurez un petit bouton On-Board. Une fois que vous les aurez On-Board, en fait, ils seront en haut dans la section Manage Device. Première chose, dans la colonne System Name, ici, on peut venir renommer les switches. Et on voit également des versions de firmware. Donc là, les firmware sont forcément à jour quand les switches sont dans la section Manage Device, puisque pendant la phase d'onboarding, la mise à jour en fait est forcée par le contrôleur Engage. Donc si je revois le schéma, ce qu'on veut faire, on va vouloir faire un VLAN vidéo, un VLAN 10 qui va être vert, et on va vouloir mettre les 4 premiers ports du petit switch et puis les 8 premiers ports du gros switch d'accès. On ne va pas mettre de port sur le switch de cœur parce que la destination du switch de cœur, son rôle, ce n'est pas de connecter des endpoints. Son rôle, ce n'est pas de connecter des périphériques terminaux. Excusez-moi, je passe en français. Son rôle, c'est plus d'interconnecter les switches. Également, on verra qu'entre le switch de cœur et le 4248P, on a deux liens qui nous font une agrégation de liens 20 Go. Donc, on va commencer par faire ce premier VLAN vert vidéo. Donc, dans le contrôleur Engage, en fait, on va aller dans Site Settings et ici, on va en haut à droite cliquer sur Nouveau profil. Donc, on va prendre un profil vidéo. Donc, ici, on retrouve tous les profils dont on a parlé précédemment et nous, celui qui nous intéresse, c'est vidéo. Donc, on va le nommer vidéo. Puis, on a dit qu'on allait lui mettre du vert et ça allait être le VLAN. Je crois qu'on a dit 10, c'est ça. VLAN 10, next. Et là, on arrive à la partie assignation des ports. Donc, on a dit que sur le gros switch, on allait mettre les 8 premiers ports. Et sur le petit switch d'accès, on a dit qu'on allait mettre les 4 premiers ports. Voilà, on a un rappel ici, les deux switches d'accès sont passés verts, donc on sait qu'on a attribué des ports. Et ici, ce n'est pas vert, on n'a pas attribué de ports. Et on a également un récapitulatif en partie basse ici. Donc, on peut appliquer et on confirme. Donc là, automatiquement, le VLAN s'est créé sur les deux switches et puis les ports ont été mis dans ce VLAN-là. On va faire la même chose pour le VLAN audio, le VLAN 20. Et on va créer ça avec un profil denté. Donc dans notre liste, on prend notre denté. On va appeler ça primary denté. On a dit que ça allait être un VLAN de couleur rouge. Alors ça, c'est décoratif, mais bon, c'est un bon rappel quand même, parce qu'on va voir que dans l'interface web, après, on verra les couleurs. Next. Pareil, attribution des ports. Donc là, on avait dit qu'on mettrait 4 ports suivants, puis 8 ports suivants. Donc là, on met les 8 ports suivants sur le gros switch. Et puis sur le petit switch, on met les 4 derniers ports ici. Et on applique. Voilà, donc nos deux VLAN sont créés. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est au niveau de notre switch de cœur, rendre ces VLAN routables. Parce que là, actuellement, ce ne sont que des VLAN de niveau 2. Donc, ça peut suffire. Mais nous, on voudrait que depuis notre VLAN de contrôle, ici, donc moi, je suis ici, PC de Guillaume, je voudrais que depuis mon PC, qui est dans ce VLAN de contrôle, je puisse accéder à mes autres VLAN. Donc, je vais activer le routage inter-VLAN.
Et ça se fait sur le switch de cœur. C'est le switch de cœur qui va se charger de cette tâche. Donc, notre switch de cœur est ici. On clique sur Configure. On retrouve notre switch de cœur. Alors, très rapidement, avant de faire le routage inter-VLAN, on voit ici L1 et les L1 et L1 sur le port 13 et le port 14. C'est notre agrégation de liens. Ça, c'est monté automatiquement, vu qu'on est sur des 4250. La découverte s'est faite automatiquement. Et on voit que notre L1, il est là, avec le petit logo A, auto-trunk. Donc, notre agrégation de liens 20 Go est devenue automatiquement un trunk. Donc, on a l'ensemble de nos VLAN qui passent dans notre agrégation de liens, le VLAN qu'on vient de créer, le 10, le 20, mais également le VLAN qui avait à l'origine, le VLAN 1, tout passe là-dedans. Et également, sur notre petit switch d'accès qui, lui, n'a pas d'agrégation de liens, on a le petit A du trunking. Donc maintenant, on va aller dans Network Profile et ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre le routage. Donc notre VLAN vidéo, on va l'éditer. Et ici, on va venir cocher la petite case Edit VLAN Routing et on va lui donner une adresse IP. Donc 192.168.10. J'aime bien utiliser le troisième octet qui reprend le numéro de VLAN ID. Ce n'est pas une obligation, hein, mais c'est un bon moyen de se rappeler. C'est un bon moyen mémotechnique, on va dire. Et donc, on a dit qu'on mettrait 10.1. Et pour le VLAN 20, on mettra 20.1. Le masque, c'est bon. Puis, on va mettre un serveur DHCP également. Donc, le switch de cœur pourra faire serveur DHCP pour ce VLAN 10. On peut venir caper le pool. Mais moi, je vais laisser par défaut. Donc, j'applique. J'enregistre. Donc, on avait un petit message précédemment qui disait qu'il n'y avait pas de DNS. Et donc, on ne pourra pas avoir Internet. Donc, je vais faire pareil pour le VLAN 20. J'active mon routage de VLAN statique 192.168.20.1. Serveur DHCP également. Je ne mets pas de DNS, donc on va avoir le même warning. Mais on n'a pas forcément besoin d'Internet sur ces ports-là. Voilà. Donc, on a fait notre routage inter-VLAN. Je ne peux pas. Excusez-moi. Donc, maintenant qu'on a fait notre routage inter-VLAN, on va pouvoir vérifier que ça fonctionne. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais vous ouvrir une invite de commande. Et puis, on va vérifier que moi, effectivement, je suis bien dans le VLAN 1. Et ma gateway, c'est 254. Donc, si je regarde, en fait, ma gateway, c'est mon routeur Orbi. Donc là, ce qui va se passer, c'est que si j'essaye de pinguer mes VLAN, ça ne va pas fonctionner parce que mon routeur Orbi, lui ici, ben, il ne connaît pas les routes. Donc, je vais prendre la main sur un autre PC qui a directement la bonne gateway. Et après, je vais vous montrer comment on peut rajouter des routes dans un autre routeur. Donc, normalement, sur ce PC-là, voilà. Là, je suis connecté sur un autre PC. Et ici, on voit si je fais un IP config, je suis dans le VLAN 1 et on voit que ma gateway, c'est bien le switch 172.23.18.1. Donc là, lui, le switch sait faire le routage inter-VLAN puisqu'on vient de le faire. Effectivement, normalement, si je fais un ping de 192.168.10.1, j'arrive à pinguer mon interface VLAN 1 du switch. Et ben, logiquement aussi, forcément, je peux pinguer l'interface VLAN 20 du switch.
Donc tout va bien parce que j'ai mis ici la gateway de mon switch. Et lui, mon switch, il sait aller joindre les deux VLAN. Par contre, sur mon PC, là, effectivement, si j'essaie d'aller faire un ping de 192.168.10.1, ça ne va pas bien se passer parce que ma gateway, c'est le 18254 qui est en fait mon routeur. Et mon routeur, lui, il ne sait pas comment aller joindre euh, cette IP-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir indiquer si on veut faire un routage avec un autre périphérique que le switch, c'est aussi possible, hein. Il faut se connecter du coup au routeur. Là, dans le cas présent, c'est un routeur Orbi, mais ça pourrait être n'importe quel autre type de routeur. Donc, Orbi. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une route pour expliquer comment il joint ces VLAN. Donc, dans la partie Advanced, je pense que c'est dans Advanced Setup. Static route. Et ici, on va venir lui ajouter des routes. Donc, on va lui rajouter une route qui va s'appeler to VLAN 10. Donc, c'est vers le VLAN 10. La destination, du coup, c'est 192.168.10.0 et 255.255.255.0 en masque. Et qu'est-ce qu'il va devoir utiliser en gateway? Ben, il va devoir utiliser le switch. Donc là, on va utiliser cette interface-là, puisque c'est cette interface-là qui va permettre d'aller sur les autres VLAN. Donc le 23, 18, 1. 23, 18, 1. Je mets un métrique qui permet de ne pas avoir de drop des paquets. J'applique cette route-là. Puis tant qu'à faire, je vais faire la même pour aller vers le VLAN, pour aller vers le VLAN 20. Donc 192.168.20. Alors, c'est la destination IP adresse, donc c'est 0 le dernier octet, hein, c'est pas 1. 255, 255, 2550. Et pareil, 173, 172, 23, 18, 1. On applique. Donc maintenant, j'ai mes deux routes qui vont utiliser cette gateway-là et mon ordinateur qui utilise cette gateway qui n'est pas le switch 4250. Maintenant, il va pouvoir venir pinguer voilà, le VLAN 10, puis il va vouloir pinguer aussi le VLAN 20. Voilà, donc tout à l'heure, je ne pouvais pas pinguer le VLAN 10 et le VLAN 20 depuis mon PC qui était dans le VLAN 1. Maintenant, c'est le cas parce que j'ai rajouté les routes. Donc là, on a vu comment on fait le routage avec un routeur externe au switch. Et également, avec ce PC-là, on a pu voir que le routage inter-VLAN fonctionne avec un PC qui a pour gateway le switch. Donc, c'est le routage du switch qui est utilisé. Donc là, pour le moment, je ne ping que les interfaces VLAN de mes switches, mais je vais pouvoir aussi aller vérifier dans mon setup. J'ai connecté dans mes VLAN des caméras, donc je vais pouvoir aller vérifier que je peux pinguer les caméras. Alors, j'ai par exemple une caméra. Alors, j'ai une caméra sur le port 1 du gros switch là. Par exemple, je vais aller vérifier ça. Donc, dans mon contrôleur Engage. Donc, Device Management, le gros switch, il est ici. Et là, j'ai une caméra ici. Alors, ce qui se passe ici, on voit que cette caméra-là, elle a encore une adresse IP dans le VLAN 1, 172.23.18.174. Elle est encore dans le VLAN 1 avec une IP VLAN 1, mais j'ai plus le port dans le VLAN 10. Parce qu'en fait, je viens juste de binder le port sur le VLAN 10, mais la caméra, il faut que je la redémarre pour qu'elle prenne une adresse IP avec le serveur DHCP que j'ai mis dans le switch. Donc, on peut aller dans Power over Ethernet. Je vais prendre ma caméra.
et je vais faire un PoE reset. Ma caméra va redémarrer. Donc, grâce au PoE, on a aussi cette souplesse de pouvoir venir redémarrer un périphérique. Et là, donc, du coup, le périphérique va redémarrer. Et une fois que cette caméra PoE aura redémarré, elle devrait avoir une adresse IP dans le VLAN vert, le VLAN 10. Donc, elle devrait avoir une adresse IP en 192.168.10.2. Puisque dans le VLAN vert, je pense que... Alors, j'ai une autre caméra aussi qui est connectée sur le petit switch. Donc, je vais aller aussi sur le petit switch. Le petit switch, il est ici. Et je vais redémarrer cette caméra-là aussi, qui est en PoE. Pareil, PoE. Je prends mon port. Je reset le PoE. Pareil, elle va redémarrer aussi, cette caméra-là. Et pareil, elle devrait prendre une adresse IP dans le VLAN 10, le VLAN vert. Donc, on voit qu'on peut facilement redémarrer les périphériques. Donc, en attendant qu'il redémarre, on va faire un petit tour de l'interface AV que la plupart d'entre vous connaissent probablement déjà. On retrouve en fait des fonctions essentielles, hein. L'agrégation de liens, le multicast. On peut venir par exemple bloquer le multicast sur un uplink. Si on ne veut pas que le multicast aille flouder le réseau de notre client, on sélectionne notre port, on bloque le multicast. Là, par exemple, on peut faire ça très facilement. On a aussi une rubrique neighbor. Alors, la rubrique neighbor, là, c'est la rubrique, c'est le voisinage du switch uniquement. Moi, j'aime bien dans le contrôleur engage, dans la partie topologie, j'aime bien la section site neighbor qui n'est pas limitée au switch, mais qui remonte les neighbors de tous les switches. Donc, si par exemple, je veux les neighbors du core switch, je sélectionne mon core switch, j'applique et là, j'ai les neighbors de mon core switch. Donc, il y a un système de filtre, ça permet de retrouver facilement nos petits. On voit d'ailleurs que sur notre switch d'accès, notre caméra a redémarré, hein. Sur notre switch d'accès, notre caméra a redémarré. Désormais, elle est en 192.168.10.1. Donc, on va pouvoir vérifier 192.168.10.2 la caméra. Ouais, de la caméra. Alors, pourquoi il ne me prend pas mon enter? OK. Point 10.2. Enter. Alors, cette fois-ci, voilà, on arrive à pinguer la caméra. On arrive à pinguer la caméra. Et également, on devrait donc du coup accéder à sa page web. 10.2. Effectivement, on arrive sur la caméra. Donc ici, on voit le switch de cœur, hein, avec les deux liens qui vont vers le gros switch qui est en bas. Et puis, il y a un lien qui va vers le petit switch qui est en haut. Bon, c'est le même principe avec l'autre caméra, hein. Je ne vais pas vous montrer. Je vais pas vous montrer. En fait, on voit bien que le routage inter-VLAN fonctionne puisque sur ce PC, si je fais un IP config, on voit bien que c'est... Alors, je vais faire un clear d'abord et refaire un IP config. On voit bien que j'ai qu'une seule interface réseau, hein. Donc, j'ai qu'une seule interface réseau en 172, VLAN 1, et j'arrive à joindre mon VLAN 10. Donc, pas besoin de plusieurs interfaces réseau pour pouvoir rejoindre plusieurs périphériques. Voilà, donc on a fait un petit peu plus de 30 minutes. Normalement, l'objectif, c'était de faire 30 minutes. Mon idée, c'était surtout de vous montrer le routage inter-VLAN. Désormais, si vous avez des questions, je vais regarder. J'imagine qu'on a dû avoir des questions qui sont arrivées. Alors, Arnaud nous pose une question. Alors, je vais commencer par David, puisque David a posé une question avant Arnaud. Désolé, Arnaud. Il ne faut pas de contrôleur réseau supplémentaire en plus pour les switches. Alors, le contrôleur Engage, c'est un software qui s'exécute sur mon PC portable. Et donc, du coup, j'ai besoin de mon PC portable pour le contrôleur Engage.
J'espère, David, que ça répond à ta question. Arnaud ne comprend pas l'adresse de la gateway sur mon PC de test. Alors, mon PC de test, ah oui, c'est celui que je prends en VNC, c'est celui-ci. Et tu ne comprends pas ma gateway. Ma gateway, c'est l'adresse IP du VLAN 1. Si ici, 172.23.18.1, et que je vais dans le contrôleur Engage, Devices, je te montre mon switch de cœur qui est là, 172.23.18.1. En fait, c'est l'adresse IP VLAN 1 du switch. C'est ce switch-là qui fait le... En fait, mon adresse IP, c'est ce switch-là. Enfin, c'est l'interface VLAN 1 de ce switch-là. Euh, J'espère, Arnaud, que ça répond à ta question. Euh, Pourquoi 0 en dernier octet manuel? Ça, c'était sur la partie ici des gateways. Alors, pourquoi on met un 0? C'est parce que ce sont des réseaux de destination. En fait, ce n'est pas une adresse IP, c'est un réseau, c'est un segment réseau. Donc, pour désigner un segment réseau, on met des zéros. Je déclare juste les serveurs DHCP, cela active l'interVLAN automatiquement. Jérôme, question de Jérôme. Ce n'est pas l'activation du serveur DHCP qui fait l'interVLAN. L'interVLAN, en fait, c'est vraiment quand je clique le routage interVLAN. Alors, je vais dans mon suite de cœur, du coup, pour te montrer rapidement. Mon routage interVLAN, c'est vraiment quand je vais venir cliquer sur cette case radio. Quand je clique sur cette case radio, ça active le routage interVLAN. Et après, derrière, pour que le routage interVLAN soit fonctionnel, il faut que faut que je mette une adresse IP. Sinon, le switch ne sait pas faire le routage s'il n'a pas d'adresse IP. Mais la partie serveur DHCP n'est pas obligatoire. Je pourrais euh, avoir mon routage interVLAN sans serveur DHCP. Alors, il y a beaucoup de questions. Email assistance, quelle langue? Français? Aux heures ouvrables, oui. Euh, Est-ce qu'il y a un pré-réglage prédéfini pour la question de Laurent pour le SDVOE? Oui. Pour le SDVOE, c'est notre profil vidéo. Nous avons également alors Jérôme qui pose une question sur l'entrée WAN du Orbi. Or, mon Orbi il est connecté sur une box type Freebox, donc en fait il est en DHCP, le WAN. Euh, alors, nous avons également une question de David sur les 4300. Pour compléter deux switches 4300 sont-ils suffisants ou faut-il également un core switch? Alors, le core switch, c'est pas obligatoire, hein. Le core switch, là, dans la démonstration, moi, je mets un core switch pour montrer une topologie type. C'est-à-dire que nous, dans une topologie type, alors si j'affiche comme ça sera mieux. Dans une topologie type, on a un switch de cœur qui permet d'agréger des switches d'accès. Et on fait une topologie comme ça en étoile. Mais après, si tu n'as que deux switches, tu interconnectes tes deux switches d'accès et puis tu n'as pas de switch de cœur. Euh, Maximilien pose également une question pour ajouter un access point WAX 620 qui peut envoyer du NDI, mais avoir accès au VLAN data en même temps et restreindre le DHCP. Euh, Maximilien, j'ai pas trop. Peut-être qu'on pourra regarder cette question ensemble, mais je n'ai pas trop compris. Alors, un access point sur un switch Netgear, bien sûr, on peut le brancher. Après, ce que nous on fait en général sur un access point, c'est qu'on crée des SSID. Il va y avoir un SSID pour un VLAN, un SSID pour un autre VLAN. Maintenant, tu peux en avoir qu'un seul SSID qui diffuse ton VLAN de contrôle. Et puis, comme on a vu, le VLAN de contrôle permet d'accéder
en fait aux autres VLAN, vidéo et puis Dante. Le serveur DHCP, parce que tu parles également de serveur DHCP, en général, c'est mieux de mettre un serveur DHCP sur le switch. L'Access Point n'a pas ce genre de, enfin, n'a pas pour rôle de faire serveur DHCP. On a également une question de Jérôme, un serveur DHCP sans interVLAN. Exact, tu as bien compris, c'est ça. Et alors, nous avons aussi une question, je pense que c'est la dernière. Ah non, il y a d'autres questions qui sont arrivées après. Benjamin. euh, alors, Benjamin, si tu veux, ben, je vois que tu as des. Peut-être que tu pourras me contacter directement. Ou sinon, tu écris à ProAV Design, parce que je crois comprendre que tu rencontres des problèmes avec des 4250. Donc, je pourrais t'aider aussi en distance, en TeamViewer, pour résoudre ton problème. Euh, alors, on a une question de Jérôme sur les profils de QoS préétablis. Est-ce qu'on peut les éditer? Alors oui, c'est possible de les éditer. Ici, j'ai fait un VLAN denté, donc on va pouvoir aller voir ce que fait en VLAN denté. J'ai mis du denté sur ce switch-là. On peut toujours accéder à l'interface IT des switches. Donc c'est une interface beaucoup plus complexe, beaucoup plus touffue, qui est vraiment beaucoup moins ergonomique et beaucoup moins sympathique. Mais on a toujours la possibilité de venir dans cette interface-là pour venir éditer notre QoS. C'est-à-dire que ici, on a nos IP DSCP-Q qu'on a réglés pour le Dante. Donc, priorité, on a augmenté la priorité du 56 qui est la clock Dante. Et ici, c'est tout à fait possible de venir éditer. Il faut savoir que tout ce qu'on fait dans l'interface IT, par contre, va en quelque sorte écraser ce qu'il y a dans les profils. Donc, nous, en général, on ne recommande pas d'utiliser l'interface IT parce que là, si je viens ici, par exemple, changer la priorité de l'horloge Dante, en fait, ça écrase ce que fait l'interface AV. Et du coup, on n'est plus dans les profils certifiés. Avez-vous une description des paramètres activés selon les différents profils? Question de Romain. Oui, on a ça. On a une description de ce qui est fait dans chacun de nos profils. Euh, Grosso modo, c'est de la QoS, par exemple, pour Dante, qu'on voit ici à l'écran. Mais on a profil par profil, oui, on a ça quelque part. Euh, Voilà, je pense qu'on a fait. Alors non, il y a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Euh, on a une question de Jérôme à propos du multicast. L'IGMP ne pose pas de problème dans une configuration avec des switches de plusieurs fabricants. Alors, si, ça peut poser des problèmes. Aujourd'hui, l'IGMP fonctionne sur des switches 4250. Demain, si on veut faire de l'IGMP avec des switches tiers, on ne sait pas faire de l'IGMP avec des switches tiers. Et il va falloir faire des configurations beaucoup plus avancées et manuelles en fait, et plus, ça ne sera pas automatique comme avec si on met que des 4250. On a également une question de Alain sur le NDI 4 et le NDI 5. Faut-il prendre le NDI 5 par défaut? Ça dépend de tes périphériques. Alors, la principale différence entre notre profil NDI 4 et NDI 5, c'est surtout que dans notre profil NDI 5, on rajoute cette QoS que vous voyez à l'écran, en fait, la QoS Dante. Donc, en fait, le NDI 5 va permettre de supporter dans un même VLAN que le NDI le transport de l'audio avec de la QoS audio. Euh, Alors, Manuel, on sort un peu du sujet. Pour mon One, j'aurais pu brancher directement ton cœur à ta box.
Oui, 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 j'aurais pu. Alors, pourquoi je ne l'ai pas fait? Tout simplement parce que mon switch de cœur est un switch entièrement fibre optique en SFP. Et puis sur ma box, j'ai pas de port SFP, j'ai que des ports RJ45. Donc c'est pour ça que j'ai branché ma box sur le switch 40 ports. Tout simplement parce que ici, enfin ma box, qui me sert de box, c'est en fait mon routeur Orbi. Mon routeur Orbi, il est en RJ45. J'ai des connectiques à RJ45 sur mon Access Switch 1, alors que sur mon Core Switch, je n'ai que du SFP. Après, il existe des kits, des transceivers SFP qui permettent de convertir le port SFP, SFP+ en RJ45. Mais je suis d'accord avec toi, j'aurais pu. Voilà, donc ben, le webinaire touche à sa fin. Je vois qu'il y a encore d'autres questions qui arrivent, mais alors Jérôme, dernière question. Je prends une dernière question et puis on va stopper là. Niveau multicast, avez-vous les specs en fonction des processeurs des différents modèles de switch, leur capacité à supporter un certain nombre de flux? Alors là, comme ça, à chaud, je ne saurais pas dire, mais il n'est pas impossible qu'on ait ça quelque part. Si tu as, à la limite, envoie-moi un petit mail avec ça. Je regarderai de notre côté si on a ça. Euh, Puis voilà, je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire et pour toutes vos questions. Si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer sur proavdesign@netgear.com ou sinon, vous avez ici aussi à l'écran mes coordonnées. Donc, moi, c'est Guillaume Olivier et l'adresse, c'est golivier@netgear.com. Donc, pour tout ce qui est technique, c'est plutôt moi. Et puis, mon collègue Diadé Traoré, plutôt pour la partie commerce. Si vous cherchez des disponibilités, si vous cherchez des prix, c'est plutôt Diadé qui pourra répondre à vos questions. Voilà, n'hésitez pas à prendre nos coordonnées. Et puis ici, je vous ai mis également le lien vers le contrôleur Engage. Mais vous tapez Engage Controller sur Google et vous tomberez directement sur ce lien-là. N'hésitez pas à le tester et à revenir vers nous si vous avez des difficultés ou vous avez besoin de précision. Je vous remercie à tous. Bonne journée à vous tous. Au revoir.